Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, Témiscamingue First Nation revendique ses terres, rencontre avec le nouveau directeur général du Rodéo du Camion, lancement de la série Portrait de famille et retour sur le projet Être parent. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis. Le mardi 27 septembre, les membres de la Témiscamingue First Nation, TFN, ont ralenti la circulation automobile sur la route 101, notamment à l'approche du pont de Notre-Dame-du-Nord. Le 21 septembre, TFN avait d'abord envoyé un communiqué de presse expliquant ses doléances à l'endroit du gouvernement du Québec que la communauté accuse de dérober ses terres ancestrales, à commencer par celles dans le territoire du Lac-des-15, dont certains sont menacés d'expropriation. Pour appuyer ces dires, TFN remonte jusqu'à la colonisation du Témiscamingue vers 1880, moment où les premières doléances territoriales commencent à s'exprimer. La cession forcée de la municipalité de Nedelec est aussi évoquée pour expliquer la situation et la patience des Autochtones. TFN mentionne aussi qu'elle n'a jamais signé de traité stipulant qu'elle cédait ses droits sur des terres ancestrales et qu'elle n'a donc jamais obtenu de compensation financière pour ses portes territoriales. La communauté compte sur la collaboration du gouvernement du Québec afin de rectifier cette situation qu'elle juge injuste et illégale. TV-Témis était sur place lors de la journée de ralentissement de la circulation. Nous y avons rencontré, entre autres, Steve King, conseiller de TFN. Bien, eux autres, ils nous demandent d'évacuer nos maisons, nos chalets angliers sur le lac des 15. Nous autres, on dit que c'est nos terrains, vous n'avez aucune affaire à nous évacuer. Et puis les terrains ici, comme à Notre-Dame-du-Nord, il y a des petits blocs comme la rue Desjardins puis la rue 101 qui montent sur la côte des Rodéos qu'on appelle. C'est notre côte. Ça fait longtemps qu'on voulait les transférer, faire un échange de terrain avec la municipalité puis la réserve et puis le gouvernement, c'est sûr. Mais il ne finit pas à aboutir à une décision. C'est rien que ça qu'on veut, sensibiliser le monde pour que ça règle une fois pour toutes. Parce que le gouvernement nous dit que ce n'est pas nos terrains, c'est leur terrain, la couronne, c'est eux autres qui mènent. Les lois blancs devraient s'appliquer. Puis nous autres, on dit non, c'est notre terrain depuis des centaines d'années, au début de l'homme blanc qui vient, qui nous évacue de la tête du lac ici à Notre-Dame-du-Nord. C'est tous des blancs sur le bord de la rivière. Puis le lac, qui nous a envoyés dans le fin fond. Fait que, tu sais, on tolère plus ça. Et pour vous, ça serait quoi le compromis là, si vous revendiquez cette terre-là, mais vous voulez en faire quoi? Bien, c'est pas qu'on veut avoir le terrain ici, mais on veut avoir le droit de bâtir sur le bord de l'eau, sur nos terrains, sur les terrains algonquins. C'est rien que ça qu'on veut, un échange de paroles puis de gérer le territoire ensemble. Avec les meetings qu'on a eus dernièrement puis les lettres qu'on a eues du gouvernement Kelly, le ministre d'Affaires indien d'Ottawa, et puis, ça nous mène à protéger nos terrains, que tu vois les pancartes un peu partout, le monde qui est au courant de ce dossier-là. Puis, ça fait quand même plusieurs années qu'on veut régler, mais ils ne veulent pas s'asseoir avec nous autres. Ils nous blâment, et on les blâme. Ça finit pas. Fait qu'on veut démontrer aujourd'hui qu'on est sérieux, puis on veut que ça se règle prochainement. Bien là, on les a parlé le jeudi passé à Montréal, un meeting vite fait en dernière minute, puis ils savaient qu'on voulait faire ça aujourd'hui. Fait que c'était bien important à cette heure de nous parler un peu. Fait que ça commence encore. Fait que ça a bien débuté à Montréal avec le ministre Kelly jeudi soir. Moi-même, j'ai parti d'ici à 5 heures, dernière minute, pour aller rencontrer le ministre Kelly. Fait qu'on a eu un bon jasette.
Et puis, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui, puis on prévoit d'autres meetings dans le futur. Des réponses aussi, peut-être même aujourd'hui. C'était important aussi pour vous que ça se fasse en harmonie avec la population. Comment ça se déroule aujourd'hui? Bien, on sensibilise le monde de qu'est-ce qu'on fait ici. Toutes les maires de la région ont été avertis qu'on va le faire. On voulait avoir du support parce qu'on a plusieurs projets ensemble qu'on veut faire un partenariat. Comme le rodeo. On veut que ça continue, mais s'ils ne nous écoutent pas, ça va avoir été cette année. Fait que, comme le régional aussi, le barrage Anglier, le Regional Power, qu'on veut faire avec le préfet, soit le maire des maires, et puis le maire d'Anglier, et puis la Première Nation ici, la Première Nation de Winaway, et puis, tu sais, on veut juste s'entendre pour des bons projets, pour avoir des bons voisins pour le futur de nos jeunes. Bonjour, je suis le chef de Long Point, Winaway. Mon rôle aujourd'hui, c'est pour supporter mes gens, mes frères de Témiscamingue First Nation. Il faut qu'on tienne ensemble pour créer des affaires de même, pour avoir le gouvernement qui voit qu'est-ce qu'on essaie de monter ici. Et ce qui se passe ici dans le secteur de Témiscamingue First Nation, est-ce que c'est aussi des trucs qui arrivent à Winaway? Est-ce qu'il y a aussi des terres que vous revendiquez dans votre secteur? Nous autres, on n'est pas rendus là-dedans, mais ça commence à avoir des affaires de même qui se passent sur le territoire, puis des bâtissements des camps, puis des Blancs qui bâtissent des camps, puis nous autres, on n'a pas de droit pour bâtir des camps de notre part. C'est pas correct. Donc, qu'est-ce que vous espérez de la part du gouvernement? Je veux voir que le gouvernement voir qu'est-ce qui... Aujourd'hui, ça passe partout avec les Autochtones. C'est le temps d'ouvrir tes yeux puis voir qu'est-ce qui se passe sur le territoire. C'est nous autres qui occupons le territoire toutes les années qui se passaient, puis on va toujours occuper le territoire ici dans le secteur. Il faut qu'on travaille ensemble, puis il faut qu'on protège les futures générations. Et est-ce que vous sentez qu'il y a une ouverture quand même du reste de la population par rapport à vos demandes? Oui, moi, j'ai des gens de mon communauté qui viennent supporter aujourd'hui aussi. Puis on va marcher ici à 2 heures, ici jusqu'à la réserve. Puis j'ai des gens qui sont supposés venir aujourd'hui. Puis j'ai circulé une lettre hier à la communauté. Puis le monde veut voir ça, un changement avec le gouvernement. On essaie de montrer au gouvernement qu'on a un territoire autochtone, les terrains autochtones, puis on a un chalet au Anglier pour dire au gouvernement, viens à table, on va discuter. Si ça ne vient pas à table, on va essayer de faire d'autres choses. On va faire tout ce qu'on peut faire pour avoir ce qu'on veut avoir. Parce qu'on est fait détruire des années, puis on est si bois que ça, là. Puis là, on vient à la gang, on va essayer qu'est-ce qu'on peut faire. La semaine dernière, le Rodéo du Camion a annoncé la nomination de Marco Latreille à titre de nouveau directeur général. Selon l'organisation, M. Latreille avait plusieurs atouts dans son sac, notamment ses 8 dernières années en tant que représentant pour Temlac de Ville-Marie, où il a acquis de l'expérience en tant que responsable du marketing, de la publicité et de la gestion des commandites. Marco Latreille s'est aussi impliqué dans l'organisation de plusieurs événements au cours des 15 dernières années, dont le Carnaval de Lorrainville, la Fête nationale du Québec à Lorrainville, ainsi qu'à la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Nous avons rencontré le président du Rodéo, M. Julien Allaire-Lefebvre, ainsi que le nouveau DG pour parler de ses nouvelles fonctions. Il y avait une belle expérience côté événementiel. Je pense depuis pas loin de 15 ans, il travaille beaucoup dans l'événementiel. Il a passé Carnaval de Lorrainville, d'autres événements, là, les danses qu'il y avait à Lorrainville dans une couple d'années qu'on pourrait se rappeler. Après ça, là, aussi comme président de la Foire gourmande, je pense qu'il pouvait nous apporter une nouveauté au Rodéo du Camion. C'est un peu une nouveauté pour, comment je pourrais dire, amener du nouveau sang. Je pense qu'on avait des très bons candidats. Là. Ça a été une décision quand même assez difficile parce que tu veux pas, quand tu embauches une nouvelle personne, c'est quand même le Rodéo du Camion. Le Rodéo du Camion, il y a un prestige depuis 36 ans. M. Lafontaine nous a beaucoup donné de conseils pour l'embauche. Il a travaillé avec nous en étroite collaboration pour nous
nous guider un peu, lui, qu'est-ce qu'il pensait aussi dans son meilleur des mondes. Et là, qu'est-ce qui attend le nouveau directeur général là, à cette étape-ci? Le nouveau directeur général, comme c'est là, il commence un peu intense parce que maintenant, à ce temps-ci de l'année, on est déjà en train de rechercher les nouveaux commanditaires pour l'année prochaine. Il va commencer là-dessus. En plus de ça, on a le party des bénévoles qu'on fait. Fait que ça, c'est un dossier que je vais travailler beaucoup avec là, dans les prochaines semaines encore parce que je pense qu'on a beaucoup d'ouvrages. La 37e édition, il ne faut pas l'oublier parce que la 37e édition s'en vient vite. On le calcule assez vite. Fait que je pense qu'il va travailler beaucoup sur ce côté-là. On essaye déjà des nouveautés, on le cachera pas. Le rodéo, d'année en année, depuis les dernières années, on innove à toutes les années, on rajoute une nouvelle chose. On va encore essayer des nouvelles choses cette année, on a des idées. Je pense que c'est un gros défi qui l'attend. Je pense que Marco, il se sentait prêt pour un nouveau défi. Je pense que c'est ça qui l'a motivé pas mal à appliquer sur le poste. J'étais rendu à un point dans ma carrière professionnelle, j'avais besoin de nouveaux défis. Quand j'ai vu l'offre d'emploi du rodéo, ça répondait aux nouveaux défis que j'avais besoin. Donc, j'ai appliqué, puis j'ai passé des étapes, des entrevues et tout ça, puis j'ai été sélectionné. Et là, un coup qu'on appliqué, c'est une chose, mais un coup qu'on réalise que finalement, ça se concrétise, là, qu'est-ce qui se passe? Là? On se dit, je me lance ou je recule? Non, il n'y a même pas eu de question de dire est-ce que je recule. Non, je continue, j'avance, j'y vais. C'est des très beaux défis, des gros défis à différentes échelles, mais ça fait quand même 15 ans que je suis dans l'événementiel au Témiscamingue. Donc, du bénévolat, j'en ai fait, de l'organisation d'événements, j'en ai fait. J'ai touché un peu à tout, donc ça me donne de bonnes bases. C'est sûr qu'il y a beaucoup à apprendre aussi parce que le rodéo, on ne se le cachera pas non plus, c'est un événement majeur au Témiscamingue. Donc, il y a des petites choses qu'on va s'habituer. Et à quoi ça ressemble une première semaine en tant que directeur général? On revient à la maison, on a mal à la tête parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à voir, c'est de se familiariser avec tout. Là, on est en même temps avec la fin de l'année financière, tout gérer, tout ça. Puis en même temps, il faut penser aussi à la prochaine édition de 2017. Donc, ça fait des beaux mots de tête, c'est des beaux mots de tête. Mais justement, là, la 36e édition est à peine terminée, qu'on pense déjà à la 37e. Est-ce qu'il y a déjà des plans qui sont en branle là, ou tout est à faire? Non, il y a déjà... Luc, quand il a quitté, il a quand même fait un beau travail. Il y a des choses qui ont déjà été faites. Donc, il va rester à rattacher le tout ensemble. Mais, tu sais, ça fait 36 éditions que le rodéo est là. Ça va continuer encore. Donc, il y a une formule gagnante qui était là, surtout dans les dernières années avec le tournant familial. C'est ce qu'il faut conserver et améliorer, c'est tout. Et est-ce que, bon, avec le sans frais, les idées nouvelles, est-ce qu'il y a déjà des visions ou des trucs là, que le nouveau directeur a en tête? On va voir avec le déroulement des choses, le fil des événements. On va voir. C'est sûr qu'il y a eu quelques idées qui sont arrivées, mais je travaille avec une équipe aussi de bénévoles qui sont là. Le conseil, le comité d'administration, ils sont des bénévoles. Donc, il faut travailler ensemble. On va être un travail d'équipe, puis on va voir qu'est-ce qu'on va développer ensemble. De façon plus générale, qu'est-ce que ça représente pour vous, le rodéo du camion? Moi, mon père a travaillé longtemps à Notre-Dame-du-Nord. J'ai resté plus jeune à Nédelec, donc je suis venu dans les premiers rodéos. J'ai à peu près l'âge du rodéo. Donc, mais je me souviens des premières compétitions quand on se promenait, puis tout ça. Puis, quand je disais aux gens, j'annonçais aux gens que je m'en venais directeur général, pas l'étonnement, mais comme le wow qui faisait comme wow, l'importance que le rodéo représente pour les gens. Je le réalisais pas, puis après ça, j'ai fait comme oh wow, c'est quelque chose, le rodéo représente quelque chose d'important, de majeur au Témiscamingue. Donc, il faut s'assurer de continuer avec ça. Mis à part, bon, vous avez dû quitter votre emploi, mais il y a aussi la foire gourmande qui a dû être laissée derrière. Est-ce que ça a été un choix déchirant? Oui, ça a été déchirant de mettre une croix sur la foire gourmande. La foire gourmande va toujours avoir une place spéciale chez moi parce que je suis un amateur de nourriture, de bonne bouffe, de produits régionaux. Donc, je vais toujours être un ambassadeur de la foire gourmande. Ça, j'y manquerai pas. Il y a des gens incroyables autour de la table qui sont là, qui sont prêts à relever le défi. S'ils ont besoin de moi, c'est sûr qu'un coup de téléphone, je peux toujours être là, mais 2 événements à une fin de semaine d'intervalle,
personne ne peut se le permettre. Donc oui, ça a été un choix déchirant, mais la foire gourmande est entre de très bonnes mains, puis je suis confiant pour elle. Marco, vous êtes à peine arrivé en poste qu'il y a une activité importante qui s'en vient, qu'il faut coordonner, c'est la soirée des bénévoles. Parlez-moi un peu de cet événement. Bien, c'est un événement où on remercie les bénévoles de leur implication durant la fin de semaine du rodéo. Et en même temps, le rodéo a une implication sociale de par son tirage. Donc, c'est la remise de prix, de dons et de subventions qu'on fait auprès d'organismes de la région qui ont venu prêter main forte aussi au cours de la fin de semaine du rodéo. Et là, bien, c'est un bon timing aussi pour justement, pour le directeur général de se présenter et de rencontrer tous ces bénévoles. Oui, le temps est idéal. Donc, on va rencontrer tous ces gens-là qui permettent la réalisation du rodéo. Donc, on va pouvoir les saluer et lever mon chapeau aussi à tous ceux qui contribuent de nombreuses heures. Bien, merci beaucoup et bonne chance dans ces nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Le Comité local en persévérance scolaire Génération et leurs partenaires ont procédé au lancement d'une série de 4 capsules vidéo mettant en vedette des familles témiscamiennes. Les capsules vidéo réalisées avec la collaboration de TV Témis mettent en vedette des familles de chez nous qui intègrent de façon simple et agréable de saines habitudes de vie dans leur quotidien. À travers des moments de plaisir partagés et par des activités simples en famille, l'objectif est de démontrer qu'il est facile et abordable d'avoir un impact positif dans la vie de nos enfants. Les capsules seront diffusées à partir de l'automne 2016 à raison d'une capsule par saison. Ce projet s'inscrit dans une volonté commune d'inspirer et de valoriser les familles d'ici dans leur implication parentale, tout en montrant les effets positifs de chaque petit geste dans le développement de nos enfants. Oui, en fait, c'est un projet de capsules vidéo qui sont diffusées via Internet, donc sur YouTube, sur Facebook. C'est un projet qui s'est étalé sur un an, donc on en voit l'aboutissement maintenant. C'est 4 capsules vidéo, en fait, qui ont été tournées dans 4 saisons différentes. Donc là, on vient de lancer celle de l'automne et on a fait les capsules avec des familles là, qui vivent des réalités familiales différentes, et ce, aux 4 coins du Témiscamingue, en fait. C'était quoi l'objectif derrière ça? Bien, en fait, notre gros objectif, nous, parce que c'est une action, en fait, qui s'inscrit dans le plan d'action de Génération, et on a travaillé en comité sur ce projet-là, puis on voulait faire un projet pour les familles, mais on voulait aussi aller en complémentarité dans notre projet, parce qu'on sait, en fait, qu'il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup de choses qui existent pour les familles en ce moment. Donc, on a décidé d'aller vers un projet plus rassembleur qui montrait les réalités, justement, où les gens pourraient, en fait, se reconnaître. Et aussi, on a axé vraiment l'objectif du projet sur la simplicité en famille. Donc, l'importance de passer du temps en famille, de faire des activités qui peuvent être simples, agréables et passer du temps de qualité. Et là, bon, vous lancez ça, ça fait à peu près une semaine que c'est lancé. C'est quoi les répercussions déjà de ça? Bien, en fait, on a beaucoup de commentaires positifs et en fait, on a fait aussi une projection avec les familles qui ont participé à notre projet, parce que comme il y a une capsule qui va être lancée par saison pendant toute une année, en fait, on voulait que les gens puissent se voir et commenter, dans le fond, le produit final. Donc, les gens ont vraiment beaucoup aimé participer justement à ça. Et je crois que, de façon générale, c'est ça, les familles du Témiscamingue se reconnaissent, et même pas juste du Témiscamingue, même partout en région. Donc, on est vraiment contents. Ouais. Et à ça, c'est jumelé un concours. Oui. Effectivement. Donc, en fait, le concept, c'est qu'on sort une capsule par saison et pendant toute la saison, les gens peuvent nous envoyer des photos de ce qu'ils font en famille. Donc, nous, on se dit, bon, ouais, c'est le fun de lancer des capsules, tout ça, mais on veut savoir qu'est-ce que les gens font en famille, quel genre d'activité, puis en fonction de la saison qui est en cours. Donc, on veut... Le concours de l'automne est lancé en même temps que la capsule, puis on veut que les gens nous envoient, dans le fond, des images de eux qui ramassent des feuilles, peu importe c'est quoi l'activité, parce qu'en fait, on veut que ce projet-là soit inspirant pour tout le monde.
Justement, si on en parlait de cette simplicité-là, parce que c'est là-dessus que vous misez, des fois, peut-être que la simplicité, c'est tellement simple qu'on passe à côté, on le réalise pas. Donc, peut-être juste donner des exemples. Au quotidien, c'est quoi faire des activités simples en famille? Mais oui, absolument. Des fois, on veut vraiment beaucoup se casser la tête pour faire plaisir à nos enfants, alors que simplement passer du temps avec eux, c'est ça qui est important. Puis, ce qu'on a retrouvé dans les capsules, les enfants nous le disent, ça. Donc, ça peut être simplement cuisiner ensemble, ça peut être aller jouer dehors, bouger, ramasser des feuilles, comme je disais, aller glisser. Donc, c'est pas nécessairement obligé d'être coûteux ou d'être très compliqué en logistique. Des trucs très simples vont rendre nos enfants absolument heureux parce qu'ils sont avec nous et c'est ça le message qu'on veut passer. Bon, en tant qu'agente en persévérance scolaire, quel est le lien entre ces capsules-là et la persévérance scolaire? Mais en fait, nous, la famille en général, c'est vraiment une cible, en fait, des gens qu'on veut sensibiliser justement à la persévérance scolaire parce que justement, tous les petits gestes qu'on fait au quotidien ont vraiment un grand impact, en fait, au niveau du développement de nos enfants et aussi au niveau de la confiance en soi qu'ils vont développer et des valeurs de, justement, d'effort et de persévérance qu'ils vont avoir plus tard. Et au niveau des saines habitudes de vie, bien, on sait qu'un corps sain, un esprit sain va être vraiment plus porté justement à bien se développer, à faire des bons apprentissages puis à être motivé dans la vie. Et de quelle façon les gens qui voudraient participer au concours doivent faire parvenir leurs photos? En fait, on a une page Facebook dédiée Portrait de famille. Donc, sur la page Facebook, en fait, vous avez un petit onglet Concours photo. Donc, en ligne, c'est très facile d'aller remplir le petit formulaire. Dans le fond, on demande l'adresse, tout ça, les renseignements généraux. Puis, vous pouvez mettre votre photo en ligne. Et aussi, sinon, on a des points de chute si vous avez des photos au format papier, comme au Carrefour Jeunesse Emploi, au théâtre, à la Galerie du Rift et dans les bibliothèques municipales. Donc, le concours va prendre fin le 25 novembre. Et notre prix, en fait, d'automne, c'est un séjour familial à la Bannique. Donc, chaque prix pour chacun des concours, en fait, va être axé sur du temps de qualité en famille. Et on a un grand prix final qui est une séance photo de famille, donc qui va être donnée à l'automne prochain, 2017. Est-ce qu'il y a des partenaires en particulier là, qui se sont impliqués dans le projet ou qu'on doit remercier? Mais en fait, oui, il y a le comité en persévérance scolaire qui est coordonnateur du projet avec Génération, mais il y a aussi la voix des parents, des gens du centre de santé, le CIS, l'Abitibi-Témiscamingue, qui ont participé au projet, et aussi de Alpha Thémis. Donc ça, c'est vraiment l'équipe là, de montage. Sinon, il y a aussi TV Thémis qui a participé au développement du concept avec nous et au tournage et au montage des vidéos. Et en fait, sinon, il y a aussi Uniprix qui va nous permettre d'imprimer chacune des photos du concours photo qu'on reçoit pour faire une mosaïque à la fin. Donc, ça, c'est une autre partie du projet. Et on voudrait aussi remercier, dans le fond, la Bannique qui nous offre une commandite, justement, là, pour notre prix de l'automne. Donc, on est très contents de pouvoir offrir ça aux gens. Le projet d'émission Être parent est une série fort intéressante, pensée et mise sur pied par l'organisme Alpha Thémis. Vous pouvez d'ailleurs en voir le résultat sur les ondes de TV Thémis depuis 2 semaines. C'est dans le cadre de l'appel de projet 2015-2016 du Programme d'action communautaire sur le territoire de l'éducation, le PACT, du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qu'Alpha Thémis a pu orchestrer la réalisation de ces émissions télévisuelles et radiophoniques portant sur le thème des compétences parentales. Avec ces 2 séries de 15 émissions, Alpha Thémis veut rejoindre davantage de familles témiscamiennes, notamment de parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants, avec ou sans TDAH, afin de rehausser la réussite éducative d'un nombre plus élevé de jeunes qui seront bientôt la future relève du Témiscamingue. Nous vous proposons aujourd'hui d'approfondir les préceptes qui ont mené à cette idée, en compagnie de Nancy Pierce d'Alpha Thémis. Le projet, on l'a déposé au MERS dans le cadre du programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation. Puis, il a été retenu. Donc, c'était pour pouvoir aider les parents, les familles, les parents, pour avoir plus d'informations sur toutes les notions là, qui sont en lien avec les compétences parentales.
Donc, on avait déjà un projet l'année précédente où on avait visité les 4 secteurs du Témiscamingue. Et là, les parents nous demandaient des questions, puis l'agente de projet là, pouvait leur donner un paquet d'informations là, sur plein de compétences parentales. Puis, on a eu la demande des parents qui ne pouvaient pas assister à ce projet-là. Donc là, on s'est dit, comment on va rejoindre ces parents-là? Puis on a passé justement à TV Témis, puis à CKVM, puis pour pouvoir là, diffuser là, à une plus large clientèle, une plus large, disons, population de parents. Donc, c'est là qu'est venue là, l'idée là, de faire l'émission Être parent. Et en quoi un projet comme ça s'inscrit dans la mission d'Alpha Témis? Oui. Nous, c'est sûr, on fait de l'alphabétisation. Puis, on en fait pour des particuliers, des petits groupes, des personnes qui sont faiblement scolarisées. Puis, on se rend compte qu'il y a beaucoup de parents de milieux vulnérables, mais aussi de milieux assez favorisés, qui n'ont peut-être pas réussi à terminer leurs études. Des familles monoparentales qui ont des enfants, qui ont un degré de scolarité moindre. Il y en a qui ont aussi décroché. Donc, ces parents-là, souvent peu scolarisés, sont des personnes qui sont là, analphabètes. Analphabète, ça ne veut pas nécessairement dire quelqu'un qui ne sait pas du tout lire ou pas du tout écrire. C'est des personnes qui ont des difficultés. Puis Dieu sait que encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés en écriture puis en lecture, des difficultés là, pour les stratégies là, éducatives. Donc, les parents qu'on veut rejoindre, c'est justement ces personnes-là qui étaient des jeunes, qui avaient des difficultés, qui ont peut-être décroché de l'école, puis qui ont eu un manque. Là. Il y a eu une carence à quelque part au niveau de leur scolarité, puis qui se retrouvent avec des enfants, puis qui ont de la difficulté à lire et à écrire. Plusieurs des mamans qu'on voit, c'est des mamans qui, justement, se disent, ben là, il faut que je fasse quelque chose si je veux transmettre l'intérêt de la lecture à mon enfant ou à mes enfants. Il faut que je fasse quelque chose. Puis ils n'ont pas nécessairement le temps de se rendre, ni même le moyen de se rendre à l'éducation des adultes. Donc, nous autres, on pourvoit ces ateliers-là. On se rend directement chez les mamans ou chez des parents qui ont des difficultés en écriture puis en lecture. Puis à ce moment-là, bien, ça les aide à pouvoir aider leurs enfants. Donc, on fait aussi, avec ces ateliers-là, on fait aussi de la prévention. Donc, parce que c'est prouvé qu'un enfant qui vient d'un milieu, vulnérable, qui vient d'un milieu où la scolarité de la maman est moins que secondaire 5, c'est prouvé que ces enfants-là vont probablement et fortement décrocher en secondaire 3. Donc, il faut essayer d'aller sensibiliser ces parents-là pour pouvoir faire de la prévention puis éviter qu'il y ait un haut taux de décrochage. Puis qu'à un moment donné, on dit qu'au Témiscamingue, il manque de relève. Mais c'en est une cause, ça, là, le décrochage. Puis l'analphabétisme, c'est ce qui fait qu'il y a un manque de relève, entre autres. Et ça ressemble à quoi le portrait de l'analphabétisme au Témiscamingue? Je te dirais que, là, à peu près 1 an ou 2, j'ai consulté là, le site du RGPAQ, c'est le regroupement populaire des groupes en alphabétisation du Québec. Puis, il y a une carte interactive. Tu peux aller là, pointer sur chacun des villages, des localités là, d'une région, puis tu te rends compte du pourcentage d'analphabétisme. J'ai fait le processus avec le Témiscamingue, puis dans chacune des localités, il y a de 50 à 75 % d'analphabétisme. Là, on parle de personnes qui ont des difficultés
ou des grandes difficultés de lecture et d'écriture, qui ont perdu là, l'intérêt pour la lecture, qui ont eu des difficultés, qui sont moins tentés de lire. Puis nous-mêmes, des fois, on ne lit pas tant que ça. Fait qu'imagine quelqu'un qui a des difficultés à lire Le Reflet, par exemple. Puis ça, il y en a plusieurs, des personnes qui lisent plus les journaux parce que, bon, ben, aussitôt qu'ils finissent un paragraphe, ben, ils ont perdu l'idée, là. Donc, il y en a beaucoup de personnes qui sont analphabètes ou qui ont des difficultés ou qui sont peu scolarisées. Puis, ils sont difficiles à rejoindre, mais on se rend compte qu'il y en a. J'ai des gens qui viennent ici, là, de mon âge, puis même plus jeunes, puis qui ont des grosses difficultés, là, puis qui ont besoin d'aide, puis qui osent, parce que c'est ça qu'il faut faire, hein. C'est les gens qui sont des personnes analphabètes ou peu scolarisées, il y a une certaine honte, là, parce que en allant à l'école, ils faisaient rire d'eux-mêmes. C'était pas un milieu pour eux qui était valorisant, puis qui ont décidé là, de tout lâcher. Donc, ça devient là, quelque chose qui est très difficile pour eux de faire. Justement, vous parlez qu'ils sont difficiles à rejoindre, cette clientèle-là. Ouais. C'est quoi vos stratégies, puis quel pourcentage vous réussissez là, à aller chercher? Je pourrais pas dire quel pourcentage, parce que, tu sais, on réussit à en voir, là, puis à les encourager à venir nous voir. On le fait par faire de la publicité, faire de la sensibilisation, comme on est en train de faire en ce moment. On en parle, on essaie là, de rejoindre des gens, mais c'est pas évident. Il y a la journée internationale de l'alphabétisation, le 8 septembre, on en parle, on distribue des napperons, des dépliants, on en parle à la radio. Heureusement, on a les médias justement pour en parler, parce que les gens qui sont faiblement scolarisés liront pas les dépliants, liront pas les journaux. Donc, c'est par vous puis par CKVM qu'on peut les rejoindre. Puis, on fait justement, avec Aide Parents, on fait une petite chronique, là, puis ça aussi, c'est une façon d'aller les chercher. Donc, c'est notre façon là, de pouvoir les rejoindre. Et ça apporte quoi comme conséquence? C'est quoi la réalité d'un analphabète là, de nos jours, dans la vie de tous les jours? Mm-hmm. Personne analphabète, ça veut dire pauvreté, habituellement. Hein, les personnes analphabètes ou peu scolarisées, maintenant qu'on demande depuis un bon petit bout de temps que les gens doivent avoir un secondaire 5, puis les personnes analphabètes ou peu scolarisées, habituellement, n'ont pas un diplôme de secondaire 5. Donc, ça coupe bien des ponts, ça, là. Ça veut dire que tu peux pas travailler, là, même dans un restaurant. Puis on le sait, ils ont à écrire, les serveuses. Les gens, les commis dans les épiceries, ils ont besoin de lire ce qu'il y a d'écrit. Donc, ils ont besoin de comprendre les chiffres. Donc, tout ça, là, ça amène quelqu'un à avoir un emploi qui est probablement pas très valorisant, qui peut, des fois, le perdre, son emploi, parce que, justement, le patron se rend compte que, oups, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il y a des grosses difficultés. Non, je ne veux pas une personne analphabète. Donc, ça amène les gens qui sont analphabètes à se retrouver sur le programme de dernier recours, souvent, puis à se retrouver dans la pauvreté. Parce que c'est prouvé que, finalement, les personnes analphabètes occupent de façon très courte ou de façon très peu fréquente là, des emplois à temps plein. Et c'est quoi les solutions qui ont été mises en place par Alpha Thémis pour aider ces gens-là? Bien, c'est ça, c'est de donner des ateliers, de se rendre chez les gens au lieu de les faire venir ici. On s'est rendu compte que les gens préfèrent rester à la maison, je pense, peut-être pour justement être un petit peu passé incognito, là, hein, pour ne pas se faire identifier comme personne analphabète. Donc, on se rend chez les personnes maintenant. De temps en temps, il y en a qui viennent, mais c'est vraiment plus apprécié de leur part de pouvoir avoir une petite visite là, d'une personne qui va leur donner un coup de main. Puis moi, je rêve du temps où on va peut-être pouvoir faire ça par web. En tout cas, ça se fait là, au niveau de la formation aux adultes. Fait que je me dis qu'à un moment donné, peut-être que ça serait possible. Donc, c'est ça.
Pour en revenir à être parent, vous l'avez conçu en pensant à ces parents-là qui sont analphabètes, mais ça s'adresse à un public beaucoup plus large, là, parce que qu'on soit analphabète ou non, être parent, ça reste tout un défi. Oui, justement. Ces émissions-là, vraiment, s'adressent à tous les parents, à tous les parents là, qui voudraient avoir des informations, qui voudraient avoir un coup de pouce, qui voudraient savoir où s'adresser pour pouvoir là, avoir de l'aide ou pour avoir un truc ou pour avoir une façon d'agir avec l'enfant ou de réagir. Donc, tout ça, là, on a mis ça sous forme d'émission justement pour aider tous les parents du Témiscamingue. Et c'est quoi les thèmes qui sont abordés, grosso modo? Grosso modo, bon, on parle de liens d'attachement, on parle de les devoirs, on parle de l'intimidation, on parle de comment gérer les conflits chez les enfants, de comment gérer ses émotions, autant en tant que parent que pour l'enfant aussi. Des petites crises, là, c'est pas évident de la part des enfants, donc ça, on en parle aussi. Il y a une multitude de sujets là, qui vont vraiment là, donner un bon coup de main. Puis, quand j'ai visualisé certaines de ces émissions-là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations qui pouvaient aider les parents là, au maximum. Et ça se décline, oui, il y a la série télé, mais il y a aussi une série de chroniques à CKVM. Oui. Donc, les chroniques de CKVM, ça se fait en présence avec Nadine Jutroff, il faut que je la mentionne. C'est elle qui est la plus importante dans ces émissions-là, là, à part les parents. Donc, c'est vraiment là, des chroniques qui font un résumé ou un rappel des émissions, puis je rajoute un peu d'informations que j'ai trouvées sur des liens là, que je mets sur Facebook. Donc, c'est vraiment, là, j'ai essayé de couvrir tous les genres de médias, là, la radio, la télévision, Facebook, pour pouvoir, là, vraiment donner un maximum aux parents là, qui en auraient besoin ou qui veulent avoir là, d'autres trucs. Bien, Nancy Pearce, merci beaucoup pour cette initiative, parce que vraiment, ça a donné du bon contenu. Je pense que la population va être très reconnaissante là, de tout ça. Bien, merci. Puis, je suis bien contente que ces émissions-là là, aillent rejoindre là, les familles. Tel que relaté dans un article du site Internet de Radio-Canada, la fromagère Hélène Lessard a participé à un salon international du goût à Turin, en Italie. Elle a présenté en fin de semaine dernière des produits de son entreprise, la fromagerie Fromage au village de Lorrainville. En plus d'y présenter son fromage au lait cru, Hélène Lessard a aussi livré une présentation devant les participants du salon international. Madame Lessard croit que ce voyage a permis aux participants du salon non seulement de découvrir la qualité de ses produits, mais également d'en apprendre un peu plus sur notre coin du monde. La commission scolaire du Lac-Témiscamingue a annoncé que M. Pierre Rivard a été élu sans opposition au poste de président au terme de la période de mise en candidature qui se terminait le 25 septembre dernier à 17h. Détenteur d'un doctorat en sciences de l'environnement et d'un baccalauréat ainsi que d'une maîtrise en génie rural, il est directeur général de l'organisme du bassin versant du Témiscamingue. M. Rivard est commissaire depuis 2012. Il a préalablement démissionné de ses fonctions afin de se porter candidat à la présidence de la commission scolaire. Une élection partielle aura lieu dans la circonscription numéro 4, Est-Témiscamien, afin de combler ce poste devenu vacant. M. Rivard succède ainsi à Mme Marie-Ève Godette. Voilà déjà 5 ans que la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, la MRCT, a mis en place son projet de carte de souhait à l'effigie d'une œuvre témiscamienne. Et encore cette année, les artistes en arts visuels sont invités à participer à ce concours visant à soutenir la création artistique sur notre territoire. 2 tribunes importantes sont offertes à l'œuvre gagnante, orner la carte de souhait officielle de l'organisme pour une année, en plus d'être affichée dans les bureaux de la MRCT qui en fera l'acquisition. Le préfet de la MRCT, Arnaud Varolin, a mentionné qu'à chaque édition, le projet Carte de souhait permet de mettre en lumière le talent d'un artiste témiscamien. Ainsi, depuis le début de cette initiative, la MRC a fait l'acquisition d'une œuvre de Maria Tremblay, de Carole Kruger, de Christian Paquette et d'Édith Laperrière. Les artistes intéressés par cet appel d'offres doivent compléter le formulaire d'inscription disponible sur le site Internet de la MRC de Témiscamingue. C'est au www.mrctémiscamingue.qc.ca dans la section Services et programmes sous l'onglet Développement culturel.
Les artistes peuvent également obtenir le formulaire en communiquant avec Véronique Beaulé, qui est agente de développement culturel à la MRC de Témiscamingue. C'est au 629-2829, poste 229, et vous avez jusqu'au 13 octobre prochain à 16h30 pour poser votre candidature. On pouvait récemment lire dans un article de Benjamin Girard du journal Le Reflet que le discours du préfet Arnaud Varolin lors du Conseil des maires du 21 septembre dernier en a pris plusieurs par surprise. M. Varolin a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la préfecture aux prochaines élections qui auront lieu dans un an. Dans son discours, le préfet a livré un vibrant plaidoyer en faveur de l'unité et de la collaboration entre les municipalités du Témiscamingue. Aussi, avant de terminer son mandat, le préfet aimerait déployer ses énergies à développer ou compléter certains dossiers, dont celui prioritaire des projets hydroélectriques. Détenant maintenant la responsabilité du développement économique de son territoire, la MRC souhaite donc avoir un certain droit de regard sur le développement de ce secteur. Le second dossier important aux yeux du préfet est celui des matières résiduelles, pour lesquelles près de 40 % du budget est consacré. Le réseau cellulaire et Internet à haute vitesse à la grandeur du territoire demeure aussi essentiel pour l'essor du Témiscamingue. Enfin, le travail sur la gouvernance n'est pas terminé et se retrouve aussi dans la liste du préfet. Suite à ce discours de M. Varolin, d'autres sujets ont aussi occupé les conversations du Conseil des maires, entre autres l'organisation des services de laboratoire des centres de santé et le développement de projets hydroélectriques. C'est le lundi 12 septembre dernier que le Festival du cinéma des gens d'ici, le FCGI de Val-d'Or, dévoilait sa programmation pour son édition 2016. L'anecdote agricole, un film documentaire réalisé par Émilise Lessard-Terrien, produit par TV Témis en collaboration avec la MRC de Témiscamingue, fera partie de la programmation de cette 7e édition qui se déroulera du 29 septembre au 2 octobre. Le Festival de cinéma des gens d'ici est un événement unique en son genre qui vise à rapprocher le cinéma d'auteur des spectateurs d'ici et se servir du cinéma comme prétexte à la réflexion et la discussion. Le festival souhaite par ailleurs stimuler la création cinématographique locale en soutenant les réalisateurs d'ici, en leur offrant un appui dans la production de leurs films ainsi qu'une vitrine. La réalisatrice de l'anecdote agricole, Émilise Lessard-Terrien, a précisé que cette année, les spectateurs auront la chance de poser un regard neuf sur la région à travers la lunette du territoire, le thème choisi pour cette 7e édition du festival. Selon elle, une des volontés derrière la création du film L'anecdote agricole est justement de mettre en valeur l'occupation du territoire par l'agriculture. Bien des participants au film le soulignent d'ailleurs, l'agriculture n'est pas juste de nourrir le monde, ça façonne des paysages, ça anime les saisons et ça amène de la vie et de l'activité dans les régions. Du côté de la MRC de Témiscamingue, c'est une belle opportunité de faire rayonner le documentaire à l'extérieur du Témiscamingue. L'anecdote agricole est un documentaire sur l'agriculture tourné au Témiscamingue à l'automne 2015. Ce film va à la rencontre d'hommes, de femmes et de familles qui racontent avec passion leur métier, leur quotidien et leur mode de vie en agriculture. À travers leurs histoires, ces gens nous livrent leurs réflexions et leurs aspirations sur l'avenir de l'agriculture au Québec. Le documentaire sera donc présenté le dimanche 2 octobre prochain à 13h sous le toit du marché public de Val-d'Or afin de faire un clin d'œil aux producteurs locaux. D'ailleurs, notons aussi la présence d'une autre réalisation témiscamienne lors de ce festival, Sylvain Marcotte avec le documentaire Pare-choc qui s'attarde aux courses de stock-car de la rigolade du printemps de la Verlochère. Le documentaire sera présenté le samedi 1er octobre à 19h. La Corporation du Rift était le représentant de l'Abitibi-Témiscamingue lors du dernier Forum mondial de l'économie sociale qui se déroulait à Montréal du 7 au 9 septembre dernier. Selon un article de Benjamin Girard du journal Le Reflet, Réal Couture, président du conseil d'administration du Rift, est revenu enchanté de son séjour dans la métropole et compte bien utiliser à bon escient le bagage d'informations qu'il a rapporté avec lui. Le forum réunissait pas moins de 1500 personnes en provenance de près de 60 pays. Au Québec, l'économie sociale représente un marché de 40 milliards de dollars, 7 000 entreprises et 150 000 emplois. Au Témiscamingue, c'est une cinquantaine d'entreprises dont le créneau se situe dans l'économie sociale, que ce soit des OBNL ou des coopératives. Pour se revendiquer de l'économie sociale, les organismes doivent combiner une mission sociale avec leur activité économique et ils doivent intégrer une gouvernance démocratique. La recherche du profit n'est donc pas le seul dessein recherché. On parle davantage de surplus qui sont redistribués dans l'organisme ou alors dans la communauté.
Et toujours selon l'article de M. Girard, pendant le forum, M. Couture a eu l'occasion d'entendre l'histoire des 15 dernières années du cinéma Beaubien et du quartier Rosemont à Montréal. Morosité, dévitalisation, grisaille étaient utilisés pour décrire ce quartier. Le cinéma lui-même était voué à la disparition. Or, un groupe de citoyens souhaitait acquérir le cinéma avec comme objectif d'en faire une économie sociale. Mais 15 ans plus tard, ils sont passés de 30 000 spectateurs par année à 200 000 et il n'existe pratiquement plus de locaux commerciaux à louer. C'est donc dire que le milieu économique du quartier a bénéficié d'une entreprise d'économie sociale et M. Couture croit que ce constat pourrait s'appliquer ailleurs. La MRC travaille présentement à l'élaboration d'une nouvelle entente avec le RIFT et ce forum aura fourni de précieuses munitions à l'organisme pour défendre l'économie sociale. Afin de souligner la semaine contre l'intimidation et la violence qui se tient du 26 au 30 septembre, la Sûreté du Québec invite les jeunes et leurs parents à découvrir les ressources destinées à prévenir les problématiques de la cyberintimidation, de l'auto-exploitation juvénile et de la sextorsion. Ces phénomènes ont pris de l'ampleur ces dernières années avec l'expansion des nouvelles technologies et bien qu'ils se déroulent dans un univers virtuel, ces actes criminels causent des victimes bien réelles. Pour se renseigner et à apprendre à se protéger contre les menaces reliées à la cyberintimidation, le public a accès à une foule de ressources qui sont notamment disponibles sur les sites web de la Sûreté du Québec, du Centre canadien de protection de l'enfance et de l'organisme aussi cyberaide.ca. La Sûreté du Québec rappelle que toute personne qui est victime ou témoin de cybercriminalité peut faire un signalement à son service de police locale. Par ailleurs, il est à noter que toute personne peut effectuer un signalement au sujet de l'exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à la Centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. C'est au www.cyberaide.ca. Aussi, la Sûreté du Québec incite les jeunes à dénoncer l'intimidation dans les écoles. Dans le cadre de sa bonne action annuelle, l'équipe du journal Le Reflet a remis un montant de 2 000 $ au Centre de prévention des suicides du Témiscamingue, le CPST. Linda Clouâtre du CPST a accueilli cette nouvelle, bien sûr, avec plaisir et enthousiasme, car plusieurs projets sont à développer, comme celui de soutenir les proches d'une personne aux prises avec des idées suicidaires. Le service existe déjà et permet à ceux qui s'inquiètent de quelqu'un d'obtenir de l'aide avant que l'irréparable ne soit commis, mais Mme Clouâtre admet qu'elle aimerait le bonifier. Aussi, la santé mentale des agriculteurs est à risque si ceux-ci ne disposent pas d'un réseau de soutien digne de ce nom et le CPST travaille depuis 1 an à un projet de travailleurs de rang dont l'objectif serait de servir de relais jusqu'aux services offerts par le réseau de la santé, mais aussi celui de revaloriser la profession d'agriculteur. D'ailleurs, pour joindre le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue, on vous invite à téléphoner au 819-622-7777. L'utilisation du téléphone cellulaire au volant demeure une problématique bien vivante. En vue de se rallier contre ce fléau, les patrouilleurs de tous les services de police québécois réaliseront une opération concertée en sécurité routière dans la semaine du 26 septembre. Un partenariat avec l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal. La Société de l'assurance automobile du Québec mène par ailleurs une campagne de sensibilisation sous le thème de « Texter au volant, c'est se foutre des conséquences » depuis le 19 septembre dernier. Donc, lors de cette opération conjointe déployée sur l'ensemble du territoire québécois, les policiers porteront une attention particulière à l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et interviendront si d'autres infractions au Code de la sécurité routière, le CSR, ou au Code criminel sont commises. L'utilisation du téléphone cellulaire au volant, que ce soit pour parler ou pour envoyer des textos, réduit l'attention et la concentration du conducteur et augmente considérablement les risques de commettre d'autres infractions au CSR ou d'être impliqué dans une collision. Rappelons qu'en vertu de l'article 439,1 du CSR, le seul fait de tenir en main tout en conduisant un appareil ayant une fonction téléphonique constitue une infraction. Tout conducteur qui commet cette infraction s'expose à une amende de 80 $ plus les frais et la contribution pour un total de 127 $ et à 4 points d'inaptitude. Les policiers québécois demandent donc la collaboration de tous les usagers de la route pour leur sécurité et n'hésiteront pas à intervenir s'ils constatent que des infractions sont commises. Dans le cadre de la 14e Journée nationale des centres de femmes 2016, la population est invitée à passer au Centre de femmes du Témiscamingue le mardi 4 octobre prochain. Sous la forme d'un 5 à 7, vous pourrez visiter le centre, découvrir la programmation d'automne, rencontrer les travailleuses et les membres de la collective, ainsi que de voir les œuvres d'âme des femmes qui participent aux ateliers.
C'est donc un rendez-vous pour femmes, hommes et enfants le mardi 4 octobre de 17h à 19h au Centre de femmes du Témiscamingue. C'est au 28 Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie. Et voilà ce qui complète Infotémis. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.